L'Islande est un pays dont on aura beaucoup entendu parler au cours des quelques dernières années. En 2010, l'important stratovolcan Eyjafjallajökull entra en éruption à 2 reprises. La plus récente ayant eu lieu le 14 avril 2010, provoqua une interruption des services aériens des aéroports européens en raison du sérieux nuage de cendres s'élevant alors jusqu'à 9 km dans l'atmosphère. Durant la période d'arrêt du trafic aérien, les vols ayant été annulés auront épargné plus de 344 000 tonnes de CO2 par jour, tandis que l'éruption du volcan aura quant à lui émis 150 000 tonnes de CO2 quotidiennement. L'Islande est, d'un point de vue géologique, un pays tout à fait unique puisqu'il est directement assis sur la dorsale médio-atlantique qui constitue un système divergent entre la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne dans l'Atlantique Nord, de même que niché sur un point chaud d'envergure notable. Cette position confère à l'Islande un volcanisme important, concentré sur et au pourtour de la dorsale, d'où son appellation terre de feu. Ce volcanisme est à la source de structures uniques dispersées dans le pays, de même qu'à la base d'une activité énergétique centrale en Islande, la géothermie. L'Islande, de sa traduction directe, est également terre de glace, en raison de la présence importante des glaciers actuels et passés, ayant modelé l'île de façon remarquable. La terre islandaise, abritant aujourd'hui environ 320 000 habitants, fut découverte par les Vikings au 9e siècle, ce qui en fait le dernier pays d'Europe à avoir été peuplé. C'est en 874 que débute la colonisation de l'Islande, en commençant à Reykjavik, la capitale actuelle. La majorité des immigrants sont des colons norvégiens, fuyant leur pays à cause des conflits qui s'y déroulaient, mais plusieurs Irlandais, Écossais, Danois et Suédois se joignèrent. Outre le fait que les éruptions de certains volcans islandais ont tendance à obscurcir un peu la vie des compagnies aériennes, surtout ces derniers temps, l'Islande est aussi célèbre pour sa quasi-indépendance au niveau énergétique. En effet, l'activité volcanique est si importante et le sol si chaud par endroits que les Islandais ont pu développer la géothermie à un point inégalé dans le reste du monde. De ce fait, plusieurs centrales géothermiques, comme celle de Nesjavellir, non loin de Reykjavik, sont dispersées dans l'île et retirent constamment du sol cette énergie propre et renouvelable. Ainsi, 86% des foyers islandais sont chauffés par géothermie et cette technique fournit 26% de l'électricité consommée dans l'île, le reste étant produit par hydroélectricité grâce aux nombreuses rivières issues des glaciers. En observant la répartition des centrales géothermiques sur l'île, on constate qu'elles sont situées sur un axe à peu près nord-est-sud-ouest. Or, comme par hasard, c'est sur cet axe qu'est concentrée la majeure partie de l'activité volcanique de l'Islande, et c'est également là que se retrouvent les roches les plus jeunes de l'île. Plus l'on s'éloigne de cet axe chaud, vers l'est ou vers l'ouest, plus les roches observées sont vieilles. Cette progression témoigne bien de l'étalement du plancher océanique, tel qu'il se produit dans les fonds marins, de part et d'autre des dorsales océaniques. Le rift de la dorsale est visible en certains points de l'île sur l'axe central actif. Par exemple, sur la péninsule de Reykjanes, un pont entre les continents permet de passer de la plaque eurasienne à la plaque nord-américaine, enjambant une faille d'environ 30 mètres de large et qui continue de s'élargir de 1 à 2 cm par an. Plus au nord-est, au parc de Þingvellir, lieu de siège du premier parlement au monde, la faille Almannagjá représente également le rift de la dorsale. Toujours sur cet axe nord-est-sud-ouest, où règne une activité volcanique importante, on retrouve plusieurs zones géothermales actives ainsi que plusieurs volcans en activité. Parmi les zones géothermales, on dénote notamment celle de Krýsuvík et celle de Krafla. La zone géothermale de Krýsuvík est située au sein de la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l'île. En ces lieux, le magma, situé très proche de la surface, réchauffe l'eau qui ruisselle vers le bas et la fait remonter vers la surface. Sur son chemin, cette eau chaude dissout en partie les roches et s'accapare certains éléments. Lorsqu'elle parvient à la surface, elle a une température proche de 100 degrés Celsius et entre en ébullition, créant des bassins fumants et bouillants. De plus, l'eau libère du CO2, de l'hydrogène et du sulfure d'hydrogène H2S. Ce dernier gaz est à l'origine des senteurs peu ragoûtantes, rappelant l'œuf pourri ou digéré, typique de ces zones actives. De plus, le sol a des couleurs plutôt inhabituelles. Cela lui est conféré par les nombreux sulfures qui se forment à l'aide du soufre issu des entrailles de la Terre. À ne pas goûter. Ça y est, là, voilà. Oh. Ah, il est pas terrible.
Un autre phénomène semblable à ces bassins bouillants est la formation de geysers. En Islande, on en trouve à un endroit en particulier, Geysir, au sud-ouest de l'île, près du parc de Thingvellir. Signifiant qui jaillit, Geysir est tout d'abord le geyser qui est à l'origine du terme général employé maintenant dans plusieurs langues pour ce phénomène. Les premières éruptions de geysir rapportées remontent au XIIIe siècle. Vers 1900, Geysir jaillissait à 60 mètres de haut. Aujourd'hui, il est quasi inactif, mais à quelques dizaines de mètres de lui, le Strokkur a de quoi attirer de nombreux touristes. Né en 1789 suite à un tremblement de terre, le Strokkur cesse de jaillir suite à un autre séisme plus tard. En 1963, une opération de nettoyage est effectuée et un forage d'environ 40 mètres est réalisé dans le bassin. Depuis, Strokkur jaillit de nouveau aux 5 à 8 minutes à une hauteur variant entre 20 et 40 mètres. Ce geyser se caractérise des autres par la belle bulle bleue qui apparaît juste avant l'éruption. L'occurrence de ce phénomène s'explique par le réchauffement d'une importante quantité d'eau souterraine dans un réservoir, l'amenant à ébullition. Les grosses bulles qui remontent poussent la colonne d'eau vers le haut et la fait ainsi jaillir pour le plus grand plaisir des observateurs. En parcourant l'île, il est possible d'observer de nombreuses formations volcaniques très bien préservées du fait de leur jeune âge. Proche de la ville de Kirkjubæjarklaustur, par exemple, se trouve le Churchfjord, ou Kirkjugolf en islandais, un curieux plancher de dalles de roches polygonales. Lorsque les premiers vikings sont arrivés là, au IXe siècle, ils pensaient qu'il s'agissait d'un sol d'un ancien monastère laissé par les moines irlandais qui vivaient là avant. En réalité, il s'agit du sommet d'une formation de basalte en colonne. Ces structures, appelées également orgues basaltiques, se forment à la faveur d'un lent refroidissement d'une coulée de lave. Le refroidissement se fait de manière progressive, à partir de la base et de la surface de la coulée, et progresse vers le cœur, perpendiculairement au sens de la coulée. Il s'ensuit une contraction thermique de la lave, qui se fissure et forme des colonnes, perpendiculaires donc à la coulée, et dont la section est généralement hexagonale. Cependant, d'autres formes polygonales sont possibles. Les plus belles, ou du moins les plus populaires des colonnes, sont visibles au parc de Skagafell, décorant la chute Svartifoss, la chute noire. Là, certaines ont un diamètre de plus de 1 mètre. Les basaltes en colonne sont un bon exemple de structure typique d'un volcanisme basaltique subaérien. Dans le cas d'un volcanisme subaquatique, l'écoulement de la lave dans l'eau donne naissance à d'autres structures particulières, comme les coussins de basalte. Au contact de l'eau, la surface de la lave se refroidit très vite au point de se vitrifier, et la lave s'écoule sous forme de tubes onduleux et donne des coussins. Le cœur de ceux-ci refroidit plus lentement, donnant une configuration radiale à l'intérieur. Un autre phénomène présent en Islande est celui de la formation de calderas. Dans les terres centrales de l'Islande, non loin au nord du glacier Vatnajökull, on retrouve le désert Oddaðaárárnar, désert des méfaits, le plus grand champ de lave au monde qui s'étend sur 3000 km². Des bandits y auraient trouvé refuge par le passé. Dans ce désert se situe la caldeira d'Askja, grande de 45 km². Lors d'une intense éruption en 1875, une autre caldeira s'est formée, Öskjuvatn. Elle contient aujourd'hui un lac du même nom, le plus profond d'Islande, 217 mètres. Ces grands cratères circulaires se forment lorsque la chambre magmatique gruge la roche sous-jacente jusqu'à la rendre instable. S'ensuit un effondrement de cette colonne de roche dans la chambre, ouvrant la caldeira. Juste à côté du Öskjuvatn, un cratère contient un deuxième lac, plus petit, plus chaud et plus laiteux, nommé Viti, ou Enfer. Askja appartient à un système volcanique situé sur la médiane active de l'Islande, et la dernière éruption date de 1961. Le système très actif d'Askja appartient à une zone fracturée de 5 à 20 km de large et qui s'étend sur environ 150 km de long, suivant l'axe de la dorsale sur une direction à peu près nord-sud. Dans ce même corridor, plus au nord, proche du lac Mývatn, se trouve le système de Krafla, l'une des zones les plus actives de l'île. On y retrouve un volcan central du même nom, comportant une caldeira d'environ 10 km de large, avec un petit lac également appelé Viti.
Les premières éruptions datent d'il y a 200 000 ans, et la caldeira s'est formée il y a environ 100 000 ans. Une zone géothermale, semblable à celle de Krizovik, agrémente aussi l'air de senteurs peu commodes. Les coulées noires, très bien visibles, ont été émises lors d'une succession de 9 éruptions entre décembre 1975 et septembre 1984, événement appelé Krafla Fire. Cet épisode volcano-tectonique a généré une fissure longue de 80 km et a émis plus de 80 millions de mètres cubes de lave. Ces coulées récentes ont été nommées Leirnjukur, du même nom que le mont qu'elles ont contourné. Aujourd'hui encore, elles dégagent de la vapeur d'eau chargée d'anhydride sulfureux et d'acide chlorhydrique. On peut y observer cratères, cônes de scories échancrées, laves cordées, tunnels de lave, évents bordés de lave rouge, etc. Toujours près du lac Mývatn, non loin du Krafla, un splendide cône de tuf est bien visible, le Gverfjall, dont le nom signifie montagne-cratère. De forme presque circulaire avec un diamètre de 1,2 km, le Gverfjall s'est formé il y a environ 2700 ans lors d'une éruption hydromagmatique. Le contact brutal entre la lave et l'eau souterraine a généré une explosion le long d'une fissure de 2 km. C'est le plus grand cratère formé par ce phénomène. Le petit cône de Tefra visible au centre du cratère a été formé par une autre phase d'éruption, postérieure à celle du grand cratère. Un glissement de l'intérieur d'un mur dans la section sud du cratère lui enlève sa forme circulaire parfaite, mais il est quand même possible de faire le tour à pied. Les éruptions fissurales comme celle du Krafla Fire sont plutôt courantes dans l'île Viking. La plus fameuse est sans doute celle qui fut à l'origine du décès de 20% de la population en 1783. La catastrophe de l'Akagigar. Située au nord de Kirkjubæjarklaustur, l'Akagigar est une fissure éruptive qui s'étend sur 30 km de long, selon une direction nord-est-sud-ouest, parallèle à la médiane active de l'île. De son sommet le plus haut, le Laki, on peut observer l'alignement des cratères qui s'y trouvent. On en dénombre environ 130. Lors de l'éruption fissurale, en 1783, ce sont 12 km3 de lave basaltique toléitique qui se sont écoulés de la fissure en 50 jours. Il s'agit du plus grand épanchement de lave qui se soit produit durant l'histoire de l'homme. L'étude de la composition des laves a démontré que le magma provenait de la chambre magmatique du Grímsvötn, volcan situé sous le glacier Vatnajökull, à 30 km de là. En plus des laves, d'énormes quantités de dioxyde de soufre ont été expédiées dans la stratosphère, créant des brouillards sulfureux et des pluies acides. Le résultat fut catastrophique. 80% du bétail de l'île fut décimé, de même que 20% de la population, à cause de la famine qui s'ensuivit. D'autres pays de l'Europe du Nord furent touchés, et on affirme que la famine en France fut amplifiée par le phénomène, contribuant ainsi à la colère des citoyens. C'est pourquoi on appelle le Laki le volcan de la Révolution française.